Merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 28 janvier 2026. Merci de rester fidèle à votre magazine d'analyse, débat, commentaires sur l'actualité en RDC, pourquoi pas en dehors du pays. Alors ce matin, madame, monsieur, nous allons aborder 3 sujets. La déclaration de Corneille Nangaa, après les déclarations de l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, qui a fait une déclaration écrite sur la collaboration du Rwanda avec la F-23. En tout cas, Nangaa est également sorti de son silence. Il a confirmé collaborer avec pas seulement le Rwanda, mais avec l'Ouganda. Il a évoqué la question des FDLR. Il y a une collaboration par rapport aux frontières. Eh bien, est-ce un aveu? Vous aurez des réactions de nos invités ce matin à propos de cette déclaration de Corneille Nangaa. Et nous parlerons également avec nos invités, madame, messieurs, sur la commémoration hier mardi d'une journée de mémoire placée sous les thèmes de Bunagana à Uvira, résistance, résilience, unité. Et c'était donc à l'Académie des Beaux-Arts que le gouvernement congolais a organisé cette journée de mémoire. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a appelé la population à refuser la banalisation de la guerre. Nous parlons de la portée politique et symbolique de cette journée avec nos invités. Et puis, nous allons également revenir sur l'an 1 de l'occupation de la ville de Goma. Et puis, la question du dialogue sera également évoquée avec ces déclarations de l'ambassadrice du Rwanda et suivi de ces déclarations de Corneille Nangaa. Est-ce que y aurait-il encore dialogue tel que souhaité par certains Congolais en République démocratique du Congo? Les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, on a parlé hier lors de la commémoration de la journée de mémoire. Patrick Mouyaya a indiqué que comment pouvez-vous qu'on peut s'asseoir pour parler de paix avec certains d'entre nous qui sont complices du mal lorsque vous avez des gens qui vont séjourner à Goma, se font sécuriser. Ici, je pense à l'avenir du président, je pense à l'ancien président et ses alliés. Comment pensez-vous qu'on peut laver les linges sales en famille lorsque vous avez y compris certaines personnes dans l'église qui propagent des mensonges sur l'accord, y compris sur des choses qu'on n'a jamais signées? Est-ce qu'il y aura encore dialogue? Nous allons analyser ces propos du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Et nous avons reçu pour ce numéro 3 invités, Joseph Kongolo, Serge Taboko et Pompon Njoli. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux amis de ce mercredi. Je vois monsieur Serge et je vois aussi mon jeune frère Pompoli. Je suis content, je voudrais aussi remercier tous ceux-là qui ont pris leur temps pour nous suivre aujourd'hui. Nous allons essayer de donner quand même une certaine opinion sur l'ensemble des faits politiques que vous avez soulignés tout à l'heure, mais je voudrais avant de commencer demander aux autorités toutes les œuvres, n'est-ce pas? Vous avez le Stade des Martyrs, vous avez tout ce qu'on a construit autour de la francophonie et tout ça. Quel est le service précis qui assure la sécurité de toutes ces œuvres-là, toutes ces infrastructures sportives en particulier? Quel est le service précis qui assure la gestion et la protection de ces infrastructures? Apparemment, c'est abandonné. Est-ce que c'est le ministère des Sports, où il y a un service atypique, comme les services généraux, par exemple, du gouvernement, où nous ne savons pas? Quel est le service précis qui doit s'occuper de l'entretien et de la gestion des infrastructures, en particulier celles qui ont été réalisées autour des Jeux de la francophonie? C'est déplorable, madame. On a dépensé beaucoup d'argent. Et quand vous voyez ces infrastructures aujourd'hui, j'ai été au stade Tata Raphaël, mais c'est déplorable. Quel est le service précis qui doit assurer la gestion et la protection de ces infrastructures?
C'est vraiment déplorable. Je crois qu'il y a encore un problème au niveau de la conception des missions de l'État. Il y a un sérieux problème où les textes existent et qu'il y a des services qui sont incompétents, qui n'arrivent pas à le faire correctement, où nous ne comprenons rien, finalement. Alors, si c'est comme ça, il faut signer des partenariats publics-privés pour protéger et sécuriser, gérer aussi toutes ces infrastructures. Je crois que c'est vraiment déplorable. Ce que j'ai vu, j'ai commencé la fois passée par les sauts de moutons, ce sont des œuvres d'art dans une ville. Quand vous les voyez dans quel état ils sont aujourd'hui, c'est déplorable. Quel est ce service qui est chargé de gérer, protéger, sécuriser tous ces biens? Nous ne savons pas et c'est vraiment déplorable. Voilà. Merci pour l'interpellation. Ouais. Pompon Joly, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à nos co-débatteurs, merci pour l'invitation. Voilà, merci Pompon. Serge Taboko, vous écrivez déjà. Bonjour. Bonjour madame, la joie est partagée, merci pour l'honneur que vous nous faites. Sinon, nous disons merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là, malgré la situation chaotique qui traverse notre pays. On a encore des énergies disposées pour essayer d'apporter notre petite pierre dans l'édifice. C'est parmi nous, il y a beaucoup de Congolais qui sont découragés, qui pensent pour fuir ces pays, soit parce on a peur d'être arrêté, on a peur d'être tué, mais la manière dont le pays fonctionne, on ne peut pas se taire. C'est pourquoi lorsque vous nous invitez, nous nous forçons pour venir essayer de réveiller un peu les esprits affaiblis. Sinon, je salue également les co-débatteurs. J'ose croire que nous allons passer un bon moment pour essayer d'apporter un petit plus. Merci. Voilà, c'est le souhait de tous. Alors, parlons du premier sujet. Nous commençons par la commémoration hier mardi de la journée de mémoire placée sous les thèmes de Bunagana à Uvira, résistance, résilience, unité. En croire le ministre de la Communication et des Médias, cette initiative s'inscrit dans une volonté du président de la République et de la Première ministre de refuser la banalisation de la guerre, de lutter contre l'indifférence face aux souffrances endurées par les populations affectées par le conflit, notamment dans l'est du pays. Joseph Congo, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, lutter contre la banalisation de la guerre? Bien, madame, merci beaucoup pour cette question qui est très capitale. Le thème de cette première édition, c'est une première édition, dans le cadre du programme Congo Elenda, c'est ça, le programme de la Première ministre Congo Téléma. Congolais Téléma. Je crois que c'est le prolongement. C'est dans le même programme et ça vient de la primature. C'est le Premier ministre qui en assure un tout petit peu la conception, ainsi de suite. Je suis content que cela soit. Je suis vraiment content parce que la banalisation n'est pas seulement dans ce qui est de la guerre. Il y a l'effet des bravoures que nous avons banalisé. Comme le Mumba par exemple. Le Congolais connaît mal le Mumba qu'un Russe. Le Congolais connaît mal le Mumba que certains milieux africains. Si vous arrivez en Algérie, vous avez une connaissance très approfondie de Lumumba par rapport aux Congolais. Donc, je veux très bien qu'on puisse commémorer ce genre de choses pour réveiller pas seulement dans le mal parce qu'il y a eu guerre, certes, mais nous avons droit, nous, de commémorer aussi des bravoures, pas seulement des larmes. C'est important. C'est vrai, il faut lutter contre la guerre, il faut résister. Je suis tout à fait d'accord, mais nous voudrions qu'on ne peut pas rester toujours dans ce qui fait mal, dans ce qui a fait couler le sang, mais nous sommes aussi dans ce qui nous a fait rire, dans ce qui nous a fait délivrer, par exemple, de l'oppression du colonisateur. Je dis oui, il faut faire cette résilience. Mais cette résilience, bon, c'est peut-être une première édition. Jusque-là, elle ne reflète pas le contenu du titre. C'est-à-dire? OK? Elle ne reflète pas. Peut-être c'est une première édition où on est en train d'étaler la vision, en quelque sorte, mais en réalité, la nature de la manifestation ne répond pas aux besoins exprimés dans le titre. C'est-à-dire? La résilience. Oui. C'est quoi la résilience? Voyez-vous? La résilience, c'est une transformation radicale. C'est ça la résilience. Ça peut être dans un domaine quelconque. C'est une transformation radicale. Quel est le contenu de cette manifestation d'hier qui a poussé les gens à changer totalement, faire ce qu'on appelle un changement d'optique générale? Je veux bien le titre, je veux bien la philosophie telle qu'on l'a arrêtée, mais dans le contenu, la manifestation n'a pas reflété. Il faut sensibiliser, vulgariser des valeurs, n'est-ce pas, auprès de l'opinion pour qu'on puisse avoir les éléments qu'il faut pour résister à la guerre.
Voyez-vous? Soyez un peu plus clair, hein. Donnez aussi ces éléments, donc vous dites qu'il faut vulgariser auprès de l'opinion. Dans la Hier, résilience... j'ai vu des témoignages. Tout à fait, je veux bien. Oui. Attention madame, nous sommes en politique. En politique, on peut faire appel au sentiment, n'est-ce pas? On peut recourir à un appel au sentiment pour haïr quelqu'un, pour haïr un fait, un acte, ainsi de suite et tout ça. C'est ça l'événement. Mais nous voulons aller plus loin dans le contenu. Dans la résilience, c'est un changement d'optique. Qu'est-ce que vous nous demandez à nous? Qu'est-ce que vous nous montrez pour qu'on ne puisse plus collaborer avec l'ennemi, pour que les jeunes gens n'aillent pas dans les groupes armés? Voyez-vous, c'est ça la résilience. C'est abandonner un comportement qui a été considéré comme asocial et venir à des meilleurs sentiments d'esprit. C'est la vulgarisation, sur les valeurs de la paix, sur la lutte non armée. Voyez-vous, mais la non-violence. Mais ça se fait à travers Congolais Téléma. Pardon? Vous avez justement tout au début. Oui. Tout à fait. C'est pourquoi je dis que c'est dans la logique de Congolais Téléma, mais cette fois, il faut donner un contenu fort qui montre qu'on a besoin de la résilience. On a besoin de... En fait, tout cela est couvert par le patriotisme. Quand quelqu'un aime son pays, il ne peut pas accepter de collaborer avec un ennemi qui vient pour causer du mal dans son pays. Quand quelqu'un aime son pays, il ne peut pas non plus prendre les armes contre ses propres frères. Donc, tout ça s'entre dans le même cadre global, mais j'aimerais qu'il l'explique mieux et qu'il donne un contenu explicite. C'est ce qui n'est pas. Malgré que ça réunit des personnalités et tout ça, on a parlé de l'économie, on a parlé de ceci, on a parlé de cela et tout ça, je crois qu'ils ne sont pas arrivés au cœur de ce qu'ils veulent faire, selon la philosophie qu'ils ont été. C'est parti d'un constat, parce qu'on tout à fait. Une journée, c'est-à-dire qu'il y a un constat, et on veut maintenant s'élever contre bon, ils ont une méthodologie de travail, mais je dis tout simplement que quelqu'un qui a suivi la philosophie et qui a vu la manifestation, je suis très sûr qu'il ne saura pas faire la liaison. Merci. Enfant Jolie, qu'est-ce que vous pensez de cette journée de mémoire de Bunagana à ouvrir à donc, résistance, résilience et unité? C'est le thème de cette journée. Bon, moi je pense que le ministre a raison. Vous savez, il y a une agression. C'est vrai qu'on est en train de qualifier tantôt anti-agression, mais sur le plan de définition, c'est que ce qui se passe au niveau de Goma, c'est qu'on a une agression. Parce qu'il faut interroger les instruments juridiques internationaux. Lorsqu'une armée étrangère fout les pieds dans un autre pays, c'est une agression. Alors, ici, comme a dit mon co-débatteur, il a raison, il faut donner le contenu. Il faut donner le contenu dans ce que nous faisons. Si nous voulons vraiment en finir avec cette guerre, il faut y avoir un contenu. Le contenu, c'est quoi? C'est bien définir la chose, l'identification de la chose. Cette guerre, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai, la procédure ou la démarche utilisée aujourd'hui, elle est un peu particulière par rapport à d'autres gouvernements, parce qu'il y a plusieurs présidents qui ont subi ces affres-là, en commençant par Mobutu, Mouzé, JKK aujourd'hui, Tshisekedi. Mais lorsque vous regardez la manière dont les différents présidents, les différents gouvernements ont amené cette guerre, il y a des démarcations. Kabila, c'est quelqu'un qui était taisé, on était surpris à tout moment, Gomapa, Boutebouzi, et puis il y a des brassages, des mixages. Mais avec Tshisekedi, il a tenté de faire un tableau synoptique sur le fonctionnement de l'État et d'en finir ou d'endiguer la guerre. Il a posé des questions et le Parlement a répondu avec la recommandation qui interdit des brassages, des mixages. Au-delà de ça, il a intimé noir sur blanc le bourreau de l'RDC s'appelle Kagame. Alors qu'avant, personne ne le disait. Alors, au-delà de cette démarche, au-delà de cette analyse, au-delà de ces narratifs, il doit utiliser d'autres fronts. Parce que nous sommes dans une crise. Et cette crise doit avoir une identité. Et la première des choses, d'abord, c'est de susciter au chef des Congolais l'esprit de patriotisme, d'aimer d'abord les pays. Et pour y arriver, il faut plusieurs fronts. Front médiatique, front militaire, front diplomatique, front populaire. Populaire, là, je vois la population dans toute sa diversité. C'est-à-dire, vous devrez d'abord aimer les pays. Parce que lorsqu'on parle des pays, il faut comprendre comment nous vivons dans notre société, dans nos familles plutôt. Même s'il y a des crises dans la famille, on ne peut jamais accepter à un voisin de venir créer la crise. C'est-à-dire pour chasser les voisins. Donc, alors pour y arriver, il faut
utiliser ces fonds, comme je l'ai dit, plusieurs fonds au même moment. Il a parlé des Congolais Téléma. C'est bien bon. Ça se passe dans quelle chaîne? Une seule chaîne. Si vous regardez, c'est la chaîne nationale RTNC qui regarde cette émission. Souvent. Si on met un micro baladeur, c'est 100 Congolais. Il y a combien qui regardent cette émission? Vous voulez qu'on élargisse? Bien sûr que oui. Regardez l'armement numérique rwandais, l'agresseur. Il y a plus de 20 000 hommes, 20 000 personnes qui utilisent ça. Et puis il y a un Rwandais qui prend le nom d'un Congolais. Par exemple, Toumba. Toumba qui critique un gouvernement. Il y a par exemple Mouteba. Il y a par exemple Njoli qui critique. Mais lorsque vous regardez au-delà du nom, il n'est pas congolais. Alors, les guerres de la nerf, c'est quoi? C'est l'argent. Il faut mettre les moyens. Il faut mettre vraiment des moyens parce que au-delà des plusieurs fonds dont je viens d'énumérer ici, les médias ont une force. Parce que les Rwandais qui nous agressent aujourd'hui, s'il utilise sa stratégie de génocide, parce que c'est comme un fonds de commerce pour lui, avant le génocide, les Rwandais utilisaient la radio Mille Collines. Voyez-vous? Il a utilisé la radio Mille Collines. Alors, ici, nous allons aussi utiliser le média. Nous allons utiliser le média. Ce n'est pas que la RTNC. On a plusieurs émissions qui ont pignon Syrie. Pourquoi ne pas financer ces émissions-là? Il faudrait faire quand même, comment dirais-je, identifier des émissions et puis donner les moyens à ces émissions-là. Inviter les Congolais pour décrypter, pour parler de cette guerre. Alors, lorsque vous voulez, comment dirais-je, définir la guerre ou le front à une seule chaîne qui est la chaîne mère 7, c'est comme si on ne comprend pas la teneur de ce que nous faisons. Donc moi je pense que la démarche du ministre, elle est la bonne. C'est un ministre quand même qui est tonitruant, oui, mais il doit élargir le champ de tout ce qu'il est en train de faire là, pour vraiment finir avec ça. Parce que l'ennemi utilise plusieurs moyens, nous aussi, nous devrions utiliser plusieurs moyens pour déchanter, comment dirais-je, la politique macabre de cet ennemi-là. Mais voilà. Sinon, sa démarche, elle est jusque-là. Elle est bonne. Hein? Elle est bonne, oui. Ok. Alors, Serge Tambou, quel est votre avis lorsqu'on sait que cette journée des mémoires, à travers cette journée, les autorités congolaises entendent rappeler l'importance de la mémoire collective comme levier de mobilisation nationale, mais aussi comme outil de résilience face aux violences persistantes. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Merci beaucoup, madame. Je crois que je dois emboîter les pas à mes amis, mes co-débatteurs, c'est-à-dire de donner le contenu. Pour moi, j'estime que nous ne sommes pas encore dans la phase mémoriale. Nous devons plutôt être dans la phase de combat, c'est-à-dire mobiliser la population, créer un bloc commun pour libérer notre pays, donner un sourire surtout à nos compatriotes dans la partie orientale en particulier. Et aujourd'hui, nous sommes habitués de parler de la partie orientale, mais quand vous voyez à l'ouest ici, à l'ouest, pardon, il y a 5 provinces qui sont désarticulées. Je parle de Kwango, Maïndombe, Congo central, même Kinshasa ici par Mobondo. Donc il faut créer ce bloc pour libérer le pays et peut-être après, on saura peut-être poser des monuments, un monument mémorial pour essayer de toucher un peu l'imaginaire collectif et préparer l'avenir, c'est-à-dire dire aux générations futures, voilà l'essence de ces monuments. Pendant 3 décennies, on a été tué, massacré par d'autres États, notamment le Rwanda et l'Ouganda, mais après un certain temps, nous sommes libérés et voilà l'essence de ces monuments. Voilà, pour nous-mêmes. Le rôle de la culture, oui, le rôle de l'art. Souvent, quand vous voyez, si vous faites même une analyse comparative dans l'histoire de l'humanité, les mémorials, souvent c'est pour commémorer, c'est pour se souvenir. Mais ici, nous sommes encore en guerre. Les Congolais continuent à tomber chaque jour. Voyez, c'est que vrai, on ne peut pas condamner cette démarche, mais il faut donner, rester factuel, donner le contenu. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être, je comprends, surtout mon compatriote
Patrick Mouyaya, il est souvent dans la consommation. S'ils veulent passer leur message, ce qui m'indigne et ce qui me dérange souvent lorsqu'il est dans ses incantations, essayer d'assimiler un peu l'église catholique, surtout la Cinco, dans tout ce qui se passe dans ces pays. Il faut avoir un peu beaucoup d'humilité pour la lutte, le combat que ces gens ont mené depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, même les semblants, même... Non, j'arrive. Puis, lorsque vous avez parlé, vous avez dit qu'il est unique et même les prêtres, tout ça sont en train de négocier. Bon, on va parler. Mais pour moi, je ne pense pas que c'est opportun. Donc, on doit d'abord créer des conditions, de former un bloc pour... Si vous voyez, je l'ai toujours dit, l'exemple, par exemple, ici au Moyen-Orient, entre l'Israël et la Palestine, depuis 1948, il y a des affrontements. Mais comment, qu'est-ce qui fait l'autorité palestinienne pour continuer à résister? Derrière l'Israël, il y a des grandes puissances, notamment les États-Unis, les Occidentaux. Mais l'autorité palestinienne continue à résister parce que le peuple est derrière. C'est-à-dire un peuple uni, un peuple debout, c'est plus puissant que n'importe quelle bombe missile atomique. Voilà un peu notre façon de voir les choses. Donc, on doit d'abord former. C'est pourquoi, peut-être dans l'autre thématique, on va parler sur le dialogue. Or, pour avoir ces blocs, on doit parler les mêmes langage. Donc, un autre élément, madame, pour terminer, il faut, contrairement à Pompon, donner l'impression que si aujourd'hui, grâce à Feti Sekedi, que le monde a su que nous sommes agressés par les Rwandais, c'est aller un peu trop, c'est trop fort, c'est trop loin. Il ne faut pas déformer un peu la vérité. Nous avons le rapport, par exemple, le rapport de mapping, un rapport qui a été mis en place ici depuis 2003, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais à cette époque-là, Feti Sekedi n'était pas encore président. Il y a Père Sona, Papa Sekedi, chaque fois il nous parlait des Rwandais ici. Feti n'était pas encore là. Il y a beaucoup de rapports. Puis je ne vais pas faire cette analyse comparative, même les régimes passés ici. Vous êtes une grande dame, vous êtes dans les métiers, vous savez que M. Kabila, l'autre fois, même si dans mon fort intérêt, je suis convaincu qu'il y a aussi la complicité dans les régimes passés, mais vous avez vu l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a réconcilié M. Kabila et Kagame, toujours sur le conflit de la RDC. Kabila est passé même devant l'Assemblée nationale pour dénoncer. Alors dire que c'est aujourd'hui que le monde a su que nous sommes agressés par... Non, ce qui se passe au Congo, il faut aussi à un moment donné reconnaître notre part de responsabilité. 98% de la classe politique, je souligne bien, 98% de la classe politique et la classe dirigeante, à part Fayoul, soit Emukwege aussi, les deux là, les restes là que vous voyez, sont passés sous les mains de Kagame et Museveni, prendre des armes directes ou indirectes pour arriver aux affaires. Donc, nous sommes redevables à ces messieurs-là. Là, il faut comprendre ça comme ça. L'IDPS, tout ce que vous connaissez, les grands leaders que vous connaissez au Congo sont passés par là. Père à son âme, même Ngwanda dit ceci un jour, la vidéo existe, il dit, moi aussi j'ai été appelé par Kagame. Il dit, les autres viennent récupérer les choses ici. Vous parlez, nous sommes redevables. Mais monsieur, politique en devenir. non, je vous en prie. Tu parles, nous sommes redevables. Messieurs, lorsque vous aurez la parole, vous aurez la parole. Lorsque vous vous laissez... C'est un peu d'être explicite, c'est-à-dire que tout, il dit quoi? Parce qu'il doit vous rencontrer. Mais quand il aura la parole, quand il parlait, moi je me suis dit. Vous avez dit, c'est un peu d'être explicite. Évitez d'être arrogant, mon frère. Je sais que c'est votre régime. Permettez-moi de parler. Notez, tu vas courir. C'est pourquoi moi je n'ai pas de débat. Il ne faut pas donner l'impression que c'est toi le journaliste. Pompon, vous n'avez pas la parole. Attendez, non, vous n'avez pas la parole. Si tu continues comme ça, je vais laisser. Qu'est-ce que c'est pas les désordres? Vous n'avez pas la parole. Alors, Serge Kaboko, essayez d'être... Madame, ne me suivez pas, permettez-moi d'avancer. Non, c'est moi qui dirige les débats, s'il vous plaît, Pompon. Non. Bon, ça, vous aurez la parole. Kiosque, c'est chacun son tour. Attendez. Apparemment, nous sommes dans un empire, dans un royaume, c'est votre plateau, vous m'avez appelé, je dois parler, je dois réfléchir comme vous. Taboko, Pompon. Alors vous n'avez plus la parole, je reviens. Non, madame, permettez-moi d'avancer, tu peux pas faire ça, c'est... Non, ça, c'est pas bien, madame, permettez-moi d'atterrir. Permettez-moi d'atterrir. J'assine mes propos. J'ai dit 98% de la classe politique qui sont passés sous les mains de Kagame Museveni, soit directement ou indirectement, prendre des armes. 90%. Je parle de plus de 90%. Et les 10 autres, là, c'est qui? Les 10% restants, c'est qui, par exemple? Mais je vous ai cité, par exemple, ils sont quand même là, mais je vous ai cité notamment Fayoulou, Mukwege, et ils ne sont pas passés par là. Est-ce que vous avez suivi, par exemple, il y a votre confrère ici, Christian Lusakweno, il a organisé une émission là-bas sur le parcours. Même est passé par là, la dernière personne qui vient de suivre, c'est professeur Nzoli.
Ils vous parlent comment les Congolais ont été manipulés par les Rwandais. Lorsque vous partez, commencez par le roi des Lekada jusqu'à Nanga, lorsque vous partez là-bas, vous prenez des armes pour tuer vos frères. Vous n'êtes pas redevable à ces gens-là. C'est pourquoi les autres ne veulent même pas indexer. Lorsque nous sommes malmenés aujourd'hui, il y a aussi Museveni qui est là. N'est-ce pas que le gouvernement a signé même l'accord sur la mutualisation? Vous parlez de la déclaration de Nanga. Nanga aujourd'hui vous parle que nous collaborons pas seulement avec les Rwandais, nous collaborons aussi avec le Ouganda. Qu'est-ce qu'elle lui dit ici? Qu'est-ce qu'il dit? N'est-ce pas que Félix a organisé un point de presse conjoint avec Macron ici? Il nous a dit ceci. Kagame est-il à ce pays pendant 3 décennies? Mais lorsqu'il prend le pouvoir, comment il va aller négocier, réunir les accords avec la personne qui nous tue pendant 3 décennies? Est-ce que les Congolais ne sont pas redevables? La classe politique n'est pas redevable à ces gens-là? Détendez-vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez que la démocratie, c'est la pensée unique? Est-ce qu'on peut encore rappeler la démarche des collaborateurs de Félix, tout ce qu'ils ont fait pour nous amener même les M23 ici? Nous avons notre part de responsabilité. C'est pourquoi pour nous les CIDER, nous demandons de se mettre ensemble. C'est-à-dire nous demandons un dialogue inclusif. Parce que les démons sont partout. Merci. Les démons sont partout. De créer cette fois-ci un cadre, le vouloir vivre ensemble pour sauver notre pays. Merci. Donc donner l'impression qu'il y a des démons de notre côté, les autres sont des anges, ils n'ont rien fait, ils sont arrivés dans de bonnes conditions, Kagame et Museveni, ils n'ont rien à voir. Non, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Merci. Alors, Joseph Kongolo. Bon, on va prendre un autre sujet là. Moi, je vous donne la parole par rapport à un deuxième sujet. Laisse-moi répondre un tout petit peu, enfin, répliquer, pas répondre, mais je voudrais d'abord rencontrer ses propos. D'abord, oui. D'abord sur la résilience, résistance. Quand on parle de Bunagana, ça veut dire la fixation temporelle n'est pas correcte. La guerre n'a pas commencé avec la prise de Bunagana. Voyez-vous? Donc, quand vous voulez faire la vulgarisation, la sensibilisation, pour la résistance ou la résilience, je crois qu'il faut parler de la guerre. Et c'est depuis 1997 que nous, on a souffert dans ce pays. Voyez-vous? Donc, de Bunagana à Uvira, je crois qu'on a rogné un peu la fixation temporelle. Il faut parler de la guerre. Il faut parler de la guerre parce que quand ça jouait sur la mentalité des gens, ce n'est pas seulement la guerre qui a commencé en 2022. Non, c'est depuis tout ce temps, le Congolais n'a pas sa psychologie en place à cause de la guerre. Ce n'est qu'une image, mais je le dis parce que eux qui vont revoir la conception, n'est-ce pas, qu'ils intègrent tous ces éléments dans la dernière mouture. Merci. Oui. À propos de ce qu'ils sont en train de dire, il faut savoir que l'histoire politique, elle n'est jamais linéaire, elle est sinueuse. Tous ceux qui se sont battus, n'est-ce pas, qui se sont fait la guerre entre États, peut-être c'était d'abord des grands amis, peut-être des amis. L'Allemagne a fait la guerre à l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne et la France qui constituent le noyau dur de l'Union européenne. Donc, cela peut arriver dans l'histoire. Notre histoire en particulier, comme il parle du Rwanda, qui s'est impliqué depuis 30 ans dans la République démocratique du Congo. Voyez-vous? Donc cela peut arriver. Cela ne veut pas dire que parce qu'on a collaboré avec le Rwanda, on est absolument, nous. Il y a ceux qui ont collaboré de loin. Quand vous prenez un parti comme l'UDPS, n'a jamais pris les armes. Même si, à un certain moment, pour favoriser le dialogue, ils sont allés avec le RCD. Voyez-vous. Donc, il faudra, au cas par cas, voir. Mais c'est tout à fait normal et possible que dans la marche d'un État ou des États d'une sous-région comme celle-ci, qu'il y ait des imbrications en politique. Aujourd'hui, nous sommes des amis. Demain, on devient des ennemis. Cela est faisable et politiquement correct. Donc, je ne pense pas qu'on puisse hausser la voix sur ça. Mais ce qui est plus mal, c'est quand on s'associe avec l'autre pour tuer tes propres frères. Là, ce qui a été fait avant, l'association d'avant, ce n'était pas pour tuer. La collaboration donc, que vous reconnaissez. Je ne dis pas d'avant ou d'arrière. J'ai dit ceci. Le mal, c'est de s'associer avec quelqu'un pour tuer ses propres frères dans notre pays. C'est ce que c'est fait aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'AFDEL. C'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis l'AFDEL. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Les Congolais ont prêté les flancs à l'ennemi pour tuer les Congolais, piller le pays, violer. Ça, c'est visible, c'est bien documenté. C'est ce qui est mal. Merci. Voyez-vous? Ok. Alors, deuxième sujet, c'est les déclarations de Corneille Nangaa qui confirme la collaboration avec le Rwanda. Il dit pas seulement le Rwanda, mais avec l'Ouganda. Il parle de la question des FDLR, traité FDLR. Il dit que nous sommes dans les mêmes frontières. Il y a 40 000 personnes qui traversent de part et d'autre. Et ce qui justifie cette collaboration, selon lui. Ces déclarations viennent juste après celles faites par l'ambassadrice du Rwanda. Je crois qu'ils sont en retard. Quel est votre commentaire? Ils sont d'abord en retard.
par rapport à l'évolution des événements. Cette déclaration est devenue en retard. En retard pourquoi? Parce que aujourd'hui, la FDLR n'est plus l'élément central de la guerre du Rwanda. On l'a débusqué partout. C'est malheureusement cette ambassadrice. Dans le débat, le choc d'idées qu'il y a eu, n'est-ce pas, autour de cette séance-là, on a montré que l'FDLR n'est plus une force qui peut menacer le Rwanda aujourd'hui. C'est un prétexte du Rwanda. On a démontré. Donc ils sont en retard. Le FDLR n'est plus une obligation, une nécessité. Mais le Rwanda, il tient Je vous dis que le Rwanda a utilisé ça comme prétexte. C'est ce qu'on a détruit. Le Rwanda a utilisé ça comme prétexte. Mais eux ont finalement compris que ce n'est qu'un prétexte. En réalité, les FDLR, dans les conditions actuelles, ne peuvent pas menacer la souveraineté du Rwanda. Un. Deuxièmement, les FDLR, de par l'âge et tout, ce n'est plus une menace. Mais par contre, ça devient une histoire de la République démocratique du Congo. Maintenant, c'est la République démocratique du Congo qui doit faire en sorte de neutraliser les FDLR. Ce n'est plus une histoire de, comme le Rwanda voulait mettre ça en relief pour justifier l'attaque, l'agression, et ainsi de suite. Je crois qu'on a battu ça en brèche, pratiquement en brèche. Donc, je voudrais dire ceci, que Nanga est en retard par rapport à l'évolution des événements. Vraiment en retard. Sur la question des FDLR. Oui, sur la question. Alors, lorsqu'il parle de la collaboration frontalière, c'est-à-dire qu'il y a des frontières. La collaboration frontalière a été réglée dans l'accord. Dans le troisième accord, je crois, l'accord sur économie, quelque chose comme ça. Ça a été réglé. Et je crois que Nanga ne nous a rien appris. Les échanges entre le Rwanda et le Burundi, entre le Rwanda et la République démocratique du Burundi, nous savons ça. Ce n'est même pas plus de 40 000, c'est peu. C'est dans les 60 000 d'échanges. C'était ça. Nous savons tout ça, c'est de l'histoire. Ce n'est pas un argument, c'est de l'histoire. Donc, le problème, l'événement, c'est que les FDLR ne sont plus une nécessité. Ce n'est plus une histoire qui va diviser, qui va justifier l'agression du Rwanda. Aujourd'hui. C'est ça le résultat de cet échange au niveau du Sénat. L'élément central, c'est de montrer que, d'abord, les accords eux-mêmes, apparemment, ils ne seront même pas suivis. Ici, c'est un rapport de force maintenant. C'est un rapport de force. Aujourd'hui, c'est un rapport de force. Voyez-vous? Ben, vous savez que la République démocratique a refusé d'aller à Doha. Ça, vous le savez. Elle a refusé d'aller à Doha. Parce qu'il y a des jeux souterrains. Vous avez Doha qui est en train d'influencer les États-Unis de ne pas prendre les sanctions contre le Rwanda. Alors, le président trouvait que, je ne suis plus en sainteté avec Doha. Avec Doha. Oui, parce que les États-Unis voulaient prendre des sanctions sévères à l'endroit du Rwanda quand ils ont violé 4 ou 5 jours après, ils ont violé l'accord de Washington. Absolument. Et c'est Doha qui a essayé de jouer pour empêcher les États-Unis de prendre ces accords. Pour quelle raison? Tout simplement, si vous signez ceci, vous risquez de mettre les accords en danger, vous risquez de faire ceci. Mais les Américains ne sont plus liés à ça. Les Américains, ils ont leurs clauses précises dans ces accords qu'ils doivent faire respecter. Et le blabla là-bas, ils n'y mettront pas vraiment beaucoup d'accent. Leur problème, c'est de faire pacifier la zone, essayer de mettre des ponts entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et venir investir. Tous les détails que vous voyez là-bas et tout ça, ça ne va pas les intéresser. Parce que c'est ça un accord, au fait. Jamais dans le monde, un accord de paix entre deux États en guerre n'a jamais été réalisé à 100%. Ça n'existe pas. C'est à 60, 50, 40, même l'essentiel, c'est de pacifier, donc mettre fin au conflit et évidemment essayer de gérer la situation de paix provisoire jusqu'à la consolider. Alors de voir Nanga dire qu'aujourd'hui, qui justifie la collaboration sur la question des FDLR... Est-ce que c'est une nouveauté pour vous, les frontières, c'est-à-dire s'il est en faux, il n'y a pas de nouveauté. Est-ce que c'est une nouveauté? D'abord, est-ce que c'est une nouveauté? Nous savons que nous sommes agressés par l'Ouganda et le Rwanda. Même si aujourd'hui nous avons certains rapports avec l'Ouganda, et c'était une stratégie de Félix, on ne peut pas avoir deux fronts à la fois. Quand vous faites la guerre, ne préférez pas avoir deux fronts à la fois. Rwanda, pour avoir un seul front, il a essayé d'établir quelques rapports, quelques relations diplomatiques de coopération avec l'Ouganda pour avoir un seul adversaire, madame. Mais cela n'efface pas la réalité. Cela n'efface pas la réalité. Non, ça n'efface pas. J'ai dit c'est une stratégie de guerre. Sur un front, mais la réalité est tout autre. J'ai dit ceci. Oui. De tout temps, depuis 1997, les fondateurs de l'AFDEL, parmi eux, il y a Kagame et il y a Museveni. C'est ça les fondateurs de l'AFDEL. Ce ne sont pas ces petits messieurs que vous voyez là-bas, non. Il y a Clinton et sa famille, il y a Museveni, il y a Kagame. Voilà les fondateurs. Et ils ont commencé à recruter.
ils recrutent les Bouguera et les autres, et ainsi de suite, et tout ça. C'est ça. Leur objectif, c'était pas tout ça, c'était juste les minéraux rares qui étaient à l'est de la République. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème. Donc ce n'est plus ça. L'objectif est là. Les minéraux, les États-Unis vont continuer à exploiter les minéraux au Congo, mais sous un autre format. Pas sous le format de la prédation, comme les démocrates avec Obama et les autres. Mais là, ils vont le faire en venant par la grande porte. Donc vous n'allez pas les empêcher, c'est une puissance aujourd'hui. Quand on est en train d'arracher de force ici et là, vous croyez que la République va résister en quoi? En quoi elle va résister? Il faut savoir jouer le jeu, c'est ça les intelligences stratégiques. Ce ne sont pas les intelligences innocentes que nous sommes en train parfois de faire au micro. Nous établissons des petites logiques à l'intérieur, la logique politique et autres. Les intelligences stratégiques, ce sont celles-là qui sont au point aujourd'hui, ce ne sont pas les intelligences... Merci Joseph Kongolo. Serge Taboko. On a suivi le chef de l'État dire que c'est les FCM23 sont des pantins, les Rwandais qui est derrière eux. Aujourd'hui, avoir Nanga confirmer la collaboration, on donne raison au chef de l'État. Bon, merci beaucoup, madame. Je souhaiterais que nous puissions continuer ces débats dans une atmosphère un peu calme. Je crois que ça serait une très bonne chose. Vous voyez, quand Néné parlait là-bas, nous sommes calmes, on les suit. Si vous avez vos arguments forts, notez, quand vous aurez la parole, je crois que vous pouvez répliquer. Je regarde ma caméra. Ce qui est vrai, il y a des points de divergence et de convergence entre nous, par exemple, les Sidé, la Moka et Féti Sekedi. Là, vous parlez analyse, hein? Il ne faut pas répéter chaque fois. J'analyse. Nous avons aussi des points de convergence et de divergence entre les camps, c'est-à-dire, par exemple, les cas de Kabila et les autres là. Par exemple, pour aujourd'hui, le cas de divergence avec Féti Sekedi, c'est que le pays est mal géré. Mais nous convergeons dans la mesure où il y a d'autres Congolais qui sont sous-traités par les Rwandais comme d'habitude pour chasser soit Féti Sekedi au pouvoir comme ils pensent. Et là, nous divergeons avec ces gens-là. Et nous convergeons avec eux lorsqu'ils disent que le pays est mal géré. Voyez un peu la nuance. Avant d'aller dans les fonds, j'ai voulu un peu rappeler notre aîné. Je sais que c'est quelqu'un qui est un peu outillé dans la politique, surtout dans les émissions, dans les débats. Il maîtrise un peu l'histoire de ces pays. Passer dans un média précis dire que l'IDPS n'a pas fait une opposition armée, une opposition non armée, c'est-à-dire en d'autres termes, l'IDPS comme structure est innocente. Non, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Les vidéos existent. Il y a eu même des... D'abord, aujourd'hui, on est en train de pourchasser d'autres Congolais ici. Pourquoi? Parce qu'il y a, entre guillemets, la coïncidence avec ceux qui ont pris des armes. Mais vous avez des déclarations qui sont dans les réseaux sociaux où l'IDPS a fait des déclarations ouvertes sous le régime de Mobutu. Mobutu est encore là, qui nous soutenait notre compatriote Laurent Désiré Kabila. Lui fait l'opposition armée et nous faisons l'opposition non armée. Il y a même des délégations que l'IDPS a envoyées en Europe pour convaincre la diaspora de soutenir la FUDEL. L'IDPS a nommé même les fédéraux de l'IDPS, notamment Chadar et les autres. Là, il ne faut pas nier les évidences. C'est notre aîné Jiri Salim Ouba qui a fait 2 ans au Rwanda, lui-même est venu ici nous restituer les faits. Il dit, j'ai fait 2 ans, Kagame a mis à ma disposition un jeune homme qu'on appelait Patrick Arega. C'est lui qui prenait ma charge, logement, mangeait tous les jours. C'est pendant cette période qu'il a raconté tous les leaders du régime Kabila qui partaient là-bas pour avoir, et il a cité même qu'il a dit si c'est l'oncle partenaire de Kamel et ainsi de suite. Il a parlé, Ouba qui est encore vivant, ouais, qui l'a envoyé là-bas. Et pour signer par exemple l'accord Gouba inclusif, n'est-ce pas que papa sait ce qu'il a fait la tournée au niveau de la sous-région pour raconter tout ce monde-là, et il savait bien que l'RCD qui occupait plus de 55% de la partie orientale était soutenu par des Rwandais. Mais pour arriver à cet accord-là, il est passé par là. Donc, dire qu'il y a un parti qui est innocent ici, non, il ne faut pas aller sur ce terrain-là, on doit assumer. Même les élections de 2018 ici, lorsque l'Union africaine a fait une déclaration, à cette époque-là, Kagame, c'est lui qui a signé la tête de l'Union africaine. Mais vous avez vu comment Kabila a envoyé une délégation, les images, on nous a montré dans des médias internationaux les images ici que Kabila avait envoyé une délégation. Rwanda, ils ont négocié avant de faire la paix. Ça dit, nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe au Congo. De la solution, ce n'est pas diaboliser un cas, la solution, c'est de mettre. Pourquoi pas? C'est que parmi les mots qui font que le Congo n'avance pas, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs et des idiots. C'est là et puis nous dans l'exposé des motifs. Alors, des Congolais faibles qui ne supportent pas, ils pensent que le marché c'est de l'autre côté, aller là-bas prendre des armes pour arriver facilement au pouvoir. Et ils oublient que Kagame et Museveni ont leur agenda. Leur agenda, c'est un agenda expansionniste et économique. Maintenant, mais pour les Congolais qui partent de l'autre côté, c'est pour arriver à se retrouver au pouvoir. Voilà un peu la difficulté qu'on a. Donc, aujourd'hui, les déclarations de Nanga
c'est un non-événement. Il veut peut-être se racheter par rapport aux déclarations de l'ambassadrice. Si l'ambassadrice n'avait pas parlé, il n'avait pas réagi. Il veut donner l'impression que non. Tout le monde sait que les rôles que Laurent Désiré Kabila, jusqu'à Nanga aujourd'hui, tous ceux qui sont passés de ce côté-là, tous ceux qui ont pris des armes, c'est le même rôle. Et ils cherchent les postes. Mais Kagame et Museveni ont un agenda de récupérer le territoire et nos ressources. Voilà la difficulté. Le Nanga était avec nous aussi, je crois, jusqu'en 2022. Mais l'M23 existait là-bas. C'est lui qui est allé en 2022 là-bas, il directement va créer un M23. Il pense que nous sommes des cons. Et dans l'histoire de la démocratie, c'est pour la première fois de voir un président de la CENI qui ne faisait pas partie, ou soit des parties prenantes, qui va prendre les armes au détriment de la personne qu'il a publicité. Il a publicité. Ça n'a jamais lieu dans l'histoire de l'humanité. Puisque lui n'était pas partie prenante. Mais pourquoi va prendre les armes contre la personne que toi tu as proclamé que c'est lui le président de la République? Donc le problème, il est endogène et il est exogène. Les autres profitent de notre faiblesse parce que le pays est désarticulé, le pays est mal géré. C'est pourquoi les autres, Kagame et Museveni, ils ont compris que les Congolais ne se mettront jamais ensemble. Donc dans leur désordre là-bas, nous profitons. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que ce qui se passe au Congo, la guerre de 3 décennies, Kagame et Museveni n'ont jamais déclaré la guerre officielle, une guerre classique. Ils n'ont jamais déclaré que nous faisons la guerre contre le Congo. Mais ils utilisent des Congolais. Donc, on a la facilité de résoudre ces problèmes, comme on a fait à San City. Quelques Congolais qui sont avec quelques Rwandais qui sont avec les Congolais là, parce que nous savons que la branche armée est soutenue par les Rwandais. Mais la branche politique, souvent, met les Congolais. Donc, on peut se mettre ensemble. Vous dites que vous êtes des Congolais, comme on nous a amenés ici à San City, tout ça. Vous êtes des Congolais. Mais ils seront noyés, ils seront engloutis dans un processus transparent. Mais si les choses continuent à compliquer, pourquoi? C'est après ces dialogues, après les différentes négociations qu'on a fait ici, les négociations sont faites derrière le dos des Congolais. Ce sont des jeux de cache-cache. On amène les gens, on dit qu'ils sont Congolais, mais ils sont étrangers. Et ceux qui nomment, ceux qui signent les ordonnances, savent qu'ils ne sont pas là comme Congolais, mais ils sont là pour répondre à l'agenda de Kagame. C'est pourquoi vous avez eu des généraux congolais ici, mais lorsqu'il arrive à la CPI, il dit qu'il est rwandais. Vous comprenez? Mais celui qui l'a nommé, ici, c'est pas Kagame, c'est pas Museveni. Vous comprenez? Même la communauté internationale, c'est ce qui se passe au Congo. Les Congolais ont une lourde part de responsabilité de ce qui se passe dans notre pays. Et le fait c'est que aussi, c'est ce qui se passe. Pour trouver la solution, si nous comprenons seulement que le Congo c'est un bien commun, le Congo ce n'est pas un patrimoine privé, on trouvera la solution. Mais dès lors que les Congolais, la classe dirigeante pense que si nous récupérons le pouvoir, c'est notre, comme le Félix aujourd'hui, pour lui, même s'il refuse l'agenda c'est-à-dire le pacte social de paix spirituelle, vous voyez la raison c'est quoi? C'est pas comme ils disent là, lui ne veut pas dialoguer avec ceux qui ont pris des armes. Mais à Washington, ils sont avec Kagame. À Bewa, ils sont avec ceux qui ont pris des armes. Le problème, c'est que Félix a un agenda personnel. Il veut aller au-delà de 2028. Maintenant, si vous allez dans la démarche de paix spirituelle, il va se retrouver, il va biter la difficulté que Kabila a eu en 2016. C'est-à-dire, lorsque nous sommes allés aux négociations de Saint-Sylvestre. Donc, il faut respecter la Constitution. Alors, Félix ne veut pas. Parce que, vous voyez déjà, on envoie quelques agitateurs. On voit quelques agitateurs déjà de nos médias qui n'auront pas élection, tout ça. C'est-à-dire, c'est ça le schéma. La classe politique, pour le pouvoir, ils sont prêts à tout. Merci. La question du dialogue sera abordée dans le... Donc, le cas de M. Nanga, là, c'est un panthère. Tout le monde sait qu'il est manipulé, il est soutenu par ces gens-là. Donc, peut-être ce sont des petits esprits qui peuvent le comprendre. Mais nous, les gens qui maîtrisent la politique, on ne peut pas croire à ces propos. C'est un panthère, c'est quelqu'un qu'on utilise. Papa Njoli, ça met à nu, hein, après l'ambassadrice Nanga, ça met à nu vraiment le soutien ou l'agression rwandaise. Et qui doit jouer maintenant le rôle de la... Quel rôle doit jouer la communauté internationale au regard du droit international? Oui, le droit international sont assez peut-être faibles sur le plan géostratégie, géopolitique, c'est difficile de les conjuguer. Mais je pense que ça, c'est une émission hyper pédagogique. Les Congolais nous entendent, nous regardent. Moi, je pense que la politique, c'est pas un monde tranquille. C'est pas un monde épique. On vient ici pour analyser. Et lorsqu'il y a une contradiction, il faudrait éviter de faire des pics inutiles. Moi, je viens dans une émission pour faire une analyse. Lorsqu'il y a un raté, je te recadrer, mais ce n'est pas créer une rancune entre les co-débatteurs. Ici, c'est des gens entendu, Kabila a fait ceci, Mosé a fait cela, même quelqu'un qui n'a pas étudié peut relater les faits. Mais en sciences politiques, lorsque vous décryptez, on vous présente les faits, il faut aller au-delà des faits pour faire ressortir ce que le comète mortel ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que
C'est ça l'essentiel dans ces débats ici. On a fait des alliances avec peut-être tout le monde peut le dire. Mais ici, la question, comment finir avec cette agression qui a perduré depuis l'ouverture des couloirs humanitaires jusqu'à aujourd'hui? C'est ça la question qu'on se pose. Et la réponse n'est pas les dialogues. La réponse c'est autre chose. C'est cette réponse-là qu'on a besoin aujourd'hui. Ce que l'on a fait, c'est ce qui se passe même dans nos plateaux. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit en français, la réflexion pavlovienne. Nous sommes devenus comme des robots téléguidés. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Non, c'est déjà entendu. Mais il faut maintenant des gens pacifier. ont entendu la collaboration. Mais non, tout le monde le sait. Mais lui-même, il n'a jamais accepté. Même mon fils, il me connaît, il n'est pas universitaire. Lui-même, la personne de Nanga. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes à la recherche du pouvoir, nous sommes à la recherche d'une voiture. Et nos réflexions sont au bout du nez. On ne sait pas réfléchir sur les devenirs de cette nation. On ne sait pas réfléchir sur les 2 345 000 km qu'on s'en dise. Nos réflexions, c'est les dialogues. Alors que dans la première page de notre constitution qui nous régente, la constitution vous dit, la crise, elle a estampillé la crise, c'est une crise de légitimité, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui prend le pouvoir via les dialogues, il est légitime en quoi? Parce que vous voulez massacrer la Constitution, vous avez besoin de la légitimité. Mais vous voulez chercher le pouvoir via un dialogue. Alors que la même Constitution vous dit, vous donne le piste pour devenir président, député national. Il faut aller compétir. Les dialogues vont emmener au pouvoir. On le sait. On se met sur une Il n'y a table. aucun dialogue au Congo qui a été fini sans le partage du pouvoir. Je suis un politologue, je vous dis, on ne peut pas vous dire noir sur blanc que nous voulons les dialogues pour avoir les pouvoirs. On ne peut pas vous le dire. Mais derrière ça, c'est pour avoir les pouvoirs. Mais après, il y aura élection. Après, il y aura élection. Nous allons encore revenir sur la première, pour sur le préambule de la Constitution. Alors, l'alternance, on a connu ça. Est-ce que le Congo a besoin de l'alternance ou l'alternative? Alternative, c'est la paix. Les partis occupés par nos agresseurs, on a besoin de le récupérer. Comment y parvenir? C'est ça les questions qu'on doit se poser, madame. Donc, Nanga, ce qu'il est en train de faire, moi je pense que c'est un Congolais, le sang va crier un jour. Le sang va crier un jour. Hier, on nous a appris que, via les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est une réalité. Apparemment, je parle ici, les micros ne fonctionnent plus. Hein. Allez-y, allez-y. Donc, je pense que hier, on a publié, bon, je pense avec des pincettes que non, un chef de renseignement d'M23 serait mort. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est un Congolais à 100%, ce monsieur-là. Regardez les agresseurs. Ce sont des immortels. Il n'y a que des Congolais qui meurent dans les fronts. Alors, ce sont des réflexions ce sont des questions qu'on doit se poser pour réfléchir. Alors, Nanga, je pense que c'est un Congolais. Il est Congolais, les centres Congolais vont crier un jour. Moi, aujourd'hui, mes yeux sont fermés. Je soutiens les présidents de la République face à cette agression. Parce que même si, lorsque vous voulez analyser sa gestion, la politique, c'est aussi la quantification. Regardez dans ces 6 ans, qu'est-ce qu'il a eu à réaliser par rapport à son prédécesseur. C'est-à-dire sur le plan de construction des routes, des ponts et tout et tout. Il y a de l'insécurité. Tout ce que le diplomate parle là, c'est bien bon. Moi, je crois que ici, ce que nous devrions faire, madame, c'est d'avoir une bonne gouvernance pour éviter tout ce théâtre-là. Regardez un peu, on vous dit un bon matin, il y a 10 000 hommes, 10 000 soldats rwandais qui occupent le Goma. Alors que vous avez une administration, un administrateur du territoire. Vous avez les agences de l'ANER, des DGM, la police, ainsi de suite. Comment 10 000 hommes peuvent fouler les pieds dans un pays alors que vous avez des frontières? Alors, toutes ces questions, moi je crois qu'on doit poser ce genre de questions et il y aura une réponse. La réponse de ces questions fera de l'air de ces grands. Vous voyez? Si vous voulez vraiment en finir avec ça, on vous dit il y a 10 000 hommes. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes surpris avec ces 10 000 hommes? Donc, il y a un problème. Pourquoi les problèmes? C'est ces problèmes-là qu'on doit régler. Ce n'est pas les dialogues. Et puis, les dialogues ne s'imposent pas. Les dialogues se constatent. Personne ne peut imposer un dialogue. Madame Ovandi Bonabi, ça ne se passe pas.
Imposer comment? Non, mais ce qui se passe aujourd'hui, les gens qui sont en train de narrer sur les dialogues, non, c'est-à-dire la solution serait les dialogues. Non, c'est faux, c'est faux. Si on vous met une compilation des différents dialogues ici, le teneur de ces dialogues, c'était quoi? L'objectif, c'était pour pacifier, c'était pour la paix, c'était. Est-ce qu'on a la paix aujourd'hui? Est-ce que l'alternative serait les dialogues au Congo? Ou l'alternative, c'est la bonne gouvernance? Pour avoir la bonne gouvernance, vous savez que ce que Nanga est en train de faire, c'est qu'il aura la raison. Parce que la boussole qui nous régit s'appelle la Constitution. Dans la Constitution dit, si vous êtes présent, vous avez 5 ans, une fois renouvelable. Mais dans les 5 ans, vous deviez gérer les 26 provinces. Ce qui dit, dans ces 5 ans, il n'a jamais géré les 26 provinces. Donc, il peut aller saisir les agresseurs, ou entre guillemets, les rebelles, pour dire que moi, j'avais fait un pacte social avec la population m'a donné le pouvoir pendant 5 ans, mais je n'ai pas pu gérer pendant 5 ans à cause d'un intrus. C'est-à-dire que c'est ça maintenant, quand il y a eu élection en 2023, il y avait aussi des partis qui étaient occupés. J'ai vu même, il y a certains coins où on a reconduit les mêmes députés, c'est ça? Non, on a reconduit les mêmes députés. c'est pas reconduit. Pardon? Non, il y a eu les élections. On a refait les élections. Mais après. la partie était aussi... C'était d'abord occupé et puis après la pacification, on a refait les élections. Mais il y a eu élection. Il y a eu l'élection. Oui. Malgré la situation de cette partie-là. Non, ça dit il y a eu une partie, il y avait au moins 2 provinces comme ça, et 2 territoires. Et puis après, on a fait les élections. C'est-à-dire que la vraie redevabilité, c'est celle-là que je viens de vous étayer. Parce que la redevabilité, ce sont les dirigeants qui sont redevables vis-à-vis de la population en vertu de l'article 5 de la Constitution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être redevable d'un autre président alors que nous sommes dans un autre pays. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, moi, je pense qu'on vient pour analyser, pour aider les ADC à avancer. On doit éviter les émotions, on doit éviter les rancines. Si vous voulez les rancines, allez chercher ça ailleurs. Si vous voulez vous foulez vos pieds en politique, vous devez avoir un cœur grand. Donc voilà un peu dans mes analyses, madame, ce que je pourrais mettre comme avis. Voilà. Merci, Pompon Joly. Joseph Kongolo, il y a cette question du dialogue. Du dialogue. Tout à l'heure, Serge Tabouko l'a évoqué par rapport aux propos du porte-parole du gouvernement qui s'interroge comment pouvez-vous qu'on peut s'asseoir pour parler de paix avec certains d'entre nous qui sont complices du mal. Alors Serge Tabouko s'est également interrogé en réponse et à Doha. On était à table avec ceux qui font également du mal. Ça, c'est le questionnement de Serge Tabouko. Madame, ici, la contradiction qu'il y a entre une opinion et une autre, toutes les deux, c'est politiquement correct. C'est-à-dire que ceux qui réclament le dialogue inclusif, sur le plan politique, ils sont corrects, ils sont logiques dans leur façon de voir les choses. De la même manière, ceux qui refusent de s'attabler avec ceux qui qualifient d'ennemis, c'est aussi politiquement correct. Donc, nous ne pouvons pas, sur le plan politique, refuser telle ou telle autre opinion. Mais nous pesons quel est l'argument le meilleur par rapport aux résultats attendus. C'est ça que nous sommes en train de faire ici. Quand on est dans l'opposition, c'est normal, dans une circonstance comme ça, c'est question de prouver qu'il y a une crise. Madame, il faut prouver qu'il y a une crise. Est-ce qu'il y a eu rupture du fonctionnement de l'État? Il faut prouver. Parce que le dialogue ne vient pas parce qu'on le veut. Le dialogue vient quand il y a un problème, quand il y a une crise. Et la crise politique, c'est quoi une crise politique? C'est ça le problème. Est-ce que, quand il y a une crise sécuritaire, par exemple, est-ce que ça empêche les institutions de fonctionner correctement? Bon, les uns vous diront oui, les autres vous diront non. OK? Donc, c'est question d'argumenter suffisamment pour prouver qu'il y a crise et que cette crise nécessite absolument un dialogue. Ça, c'est important, madame. Eh bien, là, il n'y a pas... Attends, non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis ceci. Ceux qui croient qu'il faut un dialogue inclusif aujourd'hui, ils doivent argumenter, donner des arguments qui pèsent pour prouver que dans des circonstances pareilles, il faut un dialogue. Ils l'ont toujours donné parce ils parlent. Non, la plupart parlent. Ils donnent leur opinion, mais ils n'argumentent pas suffisamment. Ils parlent. Ils ne sont pas convaincants. Les arguments ne sont pas vraiment très stables. Voyez-vous? Ils parlent. On en entend, on fait des débats. Mais est-ce qu'il faut prouver? Quand est-ce qu'il doit y avoir dialogue dans un régime en cours? Dans un régime légitime, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans son mandat légitime. Quand est-ce qu'il peut y avoir un débat, un dialogue? Est-ce qu'il y a véritablement crise? Prouvez-nous qu'il y a une crise
qui veut dire arrêt du fonctionnement des institutions. Répondez alors. En quelque sorte. Donc, c'est pourquoi je dis, les uns et les autres peuvent avoir raison dans ce qu'ils disent. Je suis d'accord, mais il faut nous prouver, nous convaincre qu'effectivement, ça nécessite un dialogue. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que chaque jour démontre que l'opposition armée aujourd'hui n'est pas une opposition au régime, mais ils sont tous les porte-étendards du Rwanda. Ils jouent un rôle représentatif. La direction politique congolaise, alors qu'en réalité, le fond, ce sont des objectifs rwandais, comme Jolie vient de le dire tout à l'heure, et même M. Serge le disait tout à l'heure, c'est l'exploitation et l'expansionnisme. C'est ça. Est-ce que c'est le Congolais qui a besoin d'exploiter et d'expansionner, d'avoir un espace de vie? Ce n'est pas le Congolais. Est-ce que c'est le Congolais qui cherche à exploiter les minéraux? Ce n'est pas le Congolais non plus. Donc, vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut argumenter. Parce que jusqu'à preuve du contraire, et c'est ça la logique du président de la République, il considère qu'il n'y a pas une crise politique au Congo, mais une crise sécuritaire entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Dans cette logique... Il manipule les Congolais. Tout à fait, il manipule les Congolais. Il faut discuter avec ces Congolais. Tout à fait. Qu'ils soient plus manipulés. Madame, s'il vous plaît, de ce point de vue-là, il n'y a pas nécessité de dialogue. C'est ce que je voudrais dire. C'est pourquoi je voudrais entrer dans la philosophie du président de la République. Donc, les Congolais n'ont pas pris les armes pour combattre le régime. Non. C'est plutôt le Rwanda qui a utilisé les Congolais pour défendre ses intérêts. L'expansionnisme et l'exploitation et la prédation. Vous voyez? Alors, si quelqu'un a cette idée en tête et que le président a tout fait, partout où il part, il est en train de diffuser cette opinion-là. Il est en train de diffuser cette opinion qui écarte petit à petit la possibilité du dialogue. Vous comprenez? C'est pourquoi il s'entête à un certain moment. Maintenant, c'est à l'opposition de construire un discours cohérent. C'est à eux de construire un discours cohérent. Pas de déclarer comme nous le faisons. Non, il faut construire un discours cohérent. Est-ce qu'il y a d'abord crise politique? Il faut le prouver. On peut le dire comme ça d'emblée, oui, mais il faut prouver, il faut donner des arguments. Tout ça, c'est un élément important. Oui, il peut répondre en une phrase. Il va répondre. Nous sommes en train d'atterrir déjà, il peut répondre. Vous voulez me remettre la parole? Oui, si. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a crise? Vous revenez sur votre question. Il faut qu'il nous prouve qu'il y a effectivement une crise politique qui nécessite le dialogue. Parce que le dialogue, je termine pour lui donner... Une phrase, hein? Oui, je termine pour lui donner, parce que le dialogue n'est pas un régime, enfin, n'est pas un processus constitutionnel. C'est une déviation politique pour résoudre le blocage de l'État ou du fonctionnement des institutions. Merci. Madame, en une phrase. J'aurais voulu qu'il termine et vous me remettez la parole pour argumenter. C'est pas je veux un peu une interaction, hein, répondre directement. Il y a la crise politique. La crise politique va engendrer la crise sécuritaire, tout ce que vous êtes en train de voir. Je vous ai dit tantôt, puisque vous me poussez de parler, je vous ai dit tantôt ici, dans l'histoire de la démocratie, c'est pour la première fois de voir ou de constater un président de la CENI qui n'était pas, qui faisait pas partie prenante dans le processus, prendre les armes pour combattre un gagnant, soit la personne qui l'a publicité. Est-ce qu'on peut comprendre ça? En d'autres termes, il y a une crise en 2018. Je confirme qu'il y a la crise politique. En 2018, il n'y avait pas d'élection. Il y a des blocs qui se sont arrangés pour partager le pouvoir. C'est pourquoi quand l'autre a doublé l'autre, et l'autre cas prend l'option de combattre. Et qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent les mêmes réseaux, ça dit qu'il faut passer par Kagame Museveni, envahir le Congo. Qui ne sait pas, Félix a dit que Kabila est derrière ça, mais Kabila combat Félix, pourquoi? Parce que lui, il a déjà terminé ses deux mandats. N'est-ce pas que jusqu'aujourd'hui, Kabila continue à dire qu'il y a un accord qu'ils ont signé avec Félix Tshisekedi? Vous l'avez suivi. Non, si vous dites ici que j'ai pris les accords, c'est qu'il y a des accords qu'il n'a pas respectés. Et aujourd'hui, en dehors de ça, madame, il n'y a que des options. La première option, c'est quoi? C'est utiliser la violence, c'est pour récupérer, protéger le territoire. Il y a l'article 74 de la Constitution. Lorsqu'on prête serment de sécuriser le territoire de la population, il y a l'article 187 de la Constitution. Le gouvernement sous sa responsabilité, l'armée pour sécuriser le territoire de la population. Il y a l'article 85 et 144. Je termine. Pour dire que lorsque les gens n'ont pas voulu respecter, le président Fayoulou venait le dire tantôt ici, entre guillemets, la passation civilisée. Où sommes-nous? Vous comprenez? C'est ce qui a provoqué tout ce que... Mais il y a crise. Oui, il y a la crise. Merci. Et une grande partie du territoire est occupée par les voisins. Vous dites qu'il n'y a pas de crise. Vous l'avez répondu. Quand il y a crise entre deux individus, quelle que soit la hauteur du pouvoir qu'ils portent, ce n'est pas encore une crise politique. C'est ce que je veux, parce que j'ai entendu Nanga, Kabila, Félix, ainsi de suite et tout ça. Je crois que la crise... Mais lorsqu'une grande partie du territoire échappe au contrôle du gouvernement central, ce n'est pas une crise politique. S'il vous plaît, j'ai dit ceci. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. La crise politique, le fond d'une crise politique, c'est au niveau du fonctionnement des institutions de la République. C'est-à-dire? Vous voyez?
le fonctionnement des institutions de la République. Vous connaissez les institutions. Donc, quand vous prenez les conflits des deux individus, n'est-ce pas? Attention, il ne faut pas confondre ça à une crise politique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si les institutions ne sont pas touchées, qu'elles fonctionnent correctement aujourd'hui, il n'y a pas de crise politique. Faites très attention. Les institutions fonctionnent correctement. J'ai dit ceci, les institutions peuvent ne pas fonctionner à 100%, mais peuvent fonctionner à 80%. Ok? Ceux qui contestent la gouvernance, Il y a un s'il vous plaît, je termine. Ceux qui contestent la gouvernance, n'est-ce pas? Contester la gouvernance ne signifie pas une crise. Attention, parce que l'opposition est connue. Vous contestez la gouvernance, ça ne constitue pas encore une crise. Ça peut devenir une crise. Mais c'est quand les institutions sont bloquées, quand elles ne fonctionnent plus. Il faut faire très attention. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons aller plus loin dans nos arguments pour nous convaincre. C'est important. Merci. Entre-temps, Madame, Julien Paloukou, c'est une contre-vérité. Il a dit c'est la dernière rébellion. Je vous en prie. Je vous en prie. De dire que c'est la dernière rébellion. Dans 10 secondes, à ses propos, dans 10 secondes, madame, je vais relever, c'est une contre-vérité. Parce que l'autre cas dit ceci. En 2018, et les vidéos existent, il y a M. Kabouya Mouilanya et Kaboun qui sont passés dans des médias confirmant ceci. En violation de l'article 78 de la Constitution, on ne peut pas nommer l'informateur. Parce que Félix, si je crois qu'il était ici en Amérique, quelque chose comme ça, conforme à la Constitution, il devait nommer l'informateur pour définir la majorité. Ces gens sont passés aux médias pour dire que, dans les médias pour dire que Félix ne peut pas nommer, Kabila a pris des 350 députés. C'est l'argumentaire. Alors, avoir la majorité au niveau de l'institution Parlement, ce n'est pas une institution. Et lorsque vous basculez cette majorité en violation de la... Si vous allez sur ce terrain-là, en violation, ce n'est pas une crise. Et l'autre là, vous dites que la crise est de deux individus. Quel individu? Puisque si vous faites allusion à Fétis, c'est que c'est une individu... pardon, c'est une institution. Fétis aujourd'hui, c'est une institution. Maintenant, si vous prenez... Si vous restez dans votre option-là, et vous basculez, vous prenez la majorité que vous-même vous avez reconnue, que Kabila avait plus de 350 députés. Ce n'est pas une crise. Non, non. Mais nous, on n'a pas la légalité. On sait payer les arrangements et gérer les populations pays. Comme on n'est pas capable d'imposer la paix, on doit se mettre ensemble pour trouver la solution. Merci. Les pays sont en train de partir pour les mêmes. Nous allons continuer prochainement. La solution de la guerre n'est pas à l'interne. Merci, nous allons La continuer. solution implique beaucoup d'acteurs, Beaucoup d'enjeux. Ce qui fait que l'extérieur, ça produit quoi? Vous êtes avec Kagame. nous sommes dans le processus. Nous sommes dans le processus. Serge Taboko, s'il vous plaît. Je vous en prie, madame. Merci. Ils sont amenés, vous savez qu'ils Pompon parlent le Joly. même langage. Merci beaucoup. Moi, je suis seul. Merci, Pompon Joly. C'est la dernière rébellion. On peut y croire, hein, comme a dit. Et puis, c'est le commerce extérieur. C'est la dernière rébellion. 30 secondes, c'est la dernière rébellion. Bon, déjà, je suis en contradiction avec l'excellence parce que moi, ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas une rébellion, mais c'est une agression. Merci. Voilà. Taboko aussi dit non. Madame, Voilà, la réponse, elle est claire. Tant qu'on ne définira pas le vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire créer des conditions pour avoir un État normal, il y aura toujours des Congolais ficelés pour aller se jeter sous le remède de Kagame Moussoubi. C'est-à-dire qu'il faut définir le vouloir vivre ensemble pour que nous puissions construire notre pays. Je suis tenté de le croire. Quand je vois Serge, malgré qu'il est de l'opposition, quand je vois sa détermination à construire un bloc, un État, une nation soudée, je crois que nous pouvons faire bloc pour ne pas permettre qu'il y ait d'autres agressions. Merci, l'émission est finie. Merci Joseph Kongolo, merci Serge Taboko, merci Pompon Joly. Merci à vous fidèles téléspectateurs, à l'équipe technique, au coach Doudou Motiri, madame, monsieur. Je vous remercie et vous retrouve vendredi. Au revoir.